Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est une rencontre historique, celle qui se tient depuis hier dans le Negev entre Israël, le Maroc, l'Égypte, le Bahreïn et les Émirats arabes unis et en présence bien évidemment des États-Unis. Quels sont les enjeux de ce sommet, mais surtout quels en sont les résultats attendus? Nous posons la question à notre invité. Il s'agit de Hassan Alaoui. Il est le directeur de publication du Maroc diplomatique. Bonjour Hassan Alaoui. Bonjour monsieur, bonjour et merci encore. Alors, merci à vous d'accepter notre invitation. Oui. Merci. Vous parlez des enjeux. Les enjeux sont considérables. Mais justement, ça va être l'une de nos questions. C'est à savoir quels sont les enjeux et surtout quels sont les résultats attendus de ce sommet, Hassan Alaoui. Écoutez, les résultats attendus, c'est d'abord donc un resserrement des liens entre les pays signataires, si vous voulez, des accords d'Abraham, en gros. Même si vous voulez, en priorité, ce sont quand même le Maroc, c'est aussi les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël, bien sûr, et l'Égypte déjà qui existe, je veux dire, sur le champ depuis des années, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, les enjeux sont, on peut les qualifier, si vous voulez, d'importants et de significatifs parce que la région est interpellée. Elle est interpellée par une série d'événements très proches et lointains. Bien sûr, on commence par les lointains qui sont un peu la guerre en Ukraine et qui interpellent évidemment les pays comme le Maroc, comme l'Égypte, comme les Émirats arabes, Israël en l'occurrence, puisque les autorités, enfin les dirigeants israéliens interviennent aussi dans ce conflit, ne serait-ce que pour jouer aux intermédiaires. Et donc, on a compris que les retombées de la guerre d'Ukraine peuvent être aussi, comment dirais-je, directes, peuvent impliquer aussi la région qui sort à peine, si vous voulez, d'un grand état de conflit depuis des années donc au Moyen-Orient et qui aussi aujourd'hui, dont les pays aspirent à la paix et je veux dire, veulent jouer un rôle quand même actif et dynamique dans le processus, si vous voulez, de règlement. Les enjeux sont aussi, bien sûr, l'Iran, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est évidemment l'Iran qui pèse sur l'activité ou la situation au Proche-Orient et avec une frontière directe, naturellement, et très proche aussi de l'Arabie Saoudite et des pays arabes du Golfe. Les enjeux, c'est aussi, comment dirais-je, les enjeux économiques qui pèsent sur la région, dont la première matière première est le pétrole et qui est directement menacé par les conflits et par la présence de la puissance iranienne. Les enjeux aussi sont la dénucléarisation de l'Iran, qu'on essaie un petit peu dont on essaie de freiner les ardeurs, si vous voulez. Preuve en est qu'il y a une déclaration israélo-américaine pour stopper justement les efforts de l'Iran qui veut fabriquer sa bombe et qui menace aussi donc la région, c'est évident. Les enjeux, c'est aussi les relations avec une Europe qui est en souffrance aujourd'hui par le conflit ukrainien. Ces relations qui évidemment sont, oppositionnées et dont on dit qu'elle va connaître aussi une redistribution des cartes très très proche. Alors, vous savez, les enjeux sont aussi... En tout cas, à vous entendre parler, on ne continuera d'égrener donc ces enjeux, mais essayons un peu de resserrer autour du Maroc. Pour le Maroc plus spécifiquement, quels sont en fait les résultats à attendre de ce sommet? Quels sont les résultats? Il faut attendre que tout simplement, d'abord, qu'il y ait, en particulier pour chaque pays, des participations, un repositionnement et une reconnaissance par les autres de ce repositionnement.
en ce qui concerne le Maroc, c'est sa relation récente, si vous voulez, avec sa réconciliation, entre guillemets, avec l'Espagne. Et donc, les pays qui participent à cette conférence du Negev doivent prendre, je veux dire, acte, n'est-ce pas? Et ce serait donc une autre confirmation pour le Maroc qui ferait que, évidemment, cette nouvelle donne puisse jouer en faveur, si vous voulez, de montrer que notre pays est un pays qui joue pour la paix, qui milite pour la paix, qui est pour la réconciliation et au-delà, naturellement, pour, je veux dire, faire admettre de nouveau, confirmer, si vous voulez, le fameux, je veux dire, projet, si vous voulez, d'autonomie au Sahara. Et donc, tout ça, chaque pays a ses propres intérêts dans cette affaire, mais aussi il y a une sécurité collective, n'est-ce pas, qui doit être discutée, mise en œuvre et respectée. Je pense à la région du Sahel, n'est-ce pas, aux pays aujourd'hui qui sont menacés par le djihadisme, par Daesh et tous les mouvements terroristes. Donc tout ça, si vous voulez, ça contribue à faire confluer un petit peu le dialogue. Et le Maroc, bien sûr, le Maroc a beaucoup à attendre parce qu'il a déjà démontré sa volonté d'être un membre, si vous voulez, de cette coalition antiterroriste, d'être aussi un acteur majeur pour le rapprochement entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, le Maroc, pour lui, les enjeux sont considérables, en l'occurrence. Alors, cela dit, le ministre, donc le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, va donc entamer une tournée donc dès demain donc au Maghreb. Il est notamment attendu au Maroc et en Algérie, plus particulièrement sur la relation ou les relations entre les deux pays, Washington et Rabat. Aujourd'hui, quels sont les sujets sur la table? Les sujets sur la table, c'est d'abord, c'est entre autres, le Sahara, bien sûr, le Sahara marocain que les États-Unis ont reconnu et dont ils reconfirment chaque jour le soutien, n'est-ce pas, qu'ils apportent à ce dossier, je veux dire. N'oubliez pas que quand même, nous sommes à un mois de la réunion du Conseil de sécurité et du vote encore par une autre résolution sur le même sujet du Sahara. Et donc, il y a aussi la crise, la rupture diplomatique entre le Maroc et l'Algérie, et surtout le rôle, je dirais, néfaste, funeste que l'Algérie est en train de jouer dans cette affaire qui s'est opposée à la résolution des Nations Unies et qui s'oppose toujours au processus de règlement que les Nations Unies initient, encouragent et mettent en œuvre. L'Algérie qui prend une position radicalement négative par rapport à cette reconnaissance, entre guillemets, par l'Espagne de la marocanité du Sahara. Donc il y a tout un enjeu, il n'y a pas tout un enjeu maghrébin, n'est-ce pas, qu'il faudra absolument clarifier pour les Américains, pour les États-Unis. Les États-Unis, n'oubliez pas quand même que ce sont les rédacteurs aussi au niveau du Conseil de sécurité, toujours depuis longtemps, du texte de la résolution qui sera voté. Et donc, à Alger, je pense que M. Blinken aura un langage vis-à-vis des Algériens franc, direct et absolument incontournable, que maintenant, il y a une situation, au Maghreb révolue et une autre qui est née, si vous voulez, de la volonté des États-Unis, éventuellement de certains pays européens, donc je dirais l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne bientôt et surtout l'Allemagne, et les pays, si vous voulez, les fameux pays de Visegrad, donc qui ont déjà pris position pour la marocanité du Sahara. Et évidemment, les enjeux ont été renversés par la nouvelle donne qui est à peu près celle de l'Espagne par rapport à cette question. Et donc, il y a absolument
pas question qu'on laisse un petit peu l'Algérie jouer le rôle néfaste de boycott, de sabotage. Autre chose, il y a aussi le problème du gaz, voire même du pétrole. Le pétrole qui s'envole, dont les prix s'envolent, et le gaz aussi qui reste, entre guillemets, une arme aux mains, enfin, pense-t-il, des dirigeants algériens, et qu'il ne devrait pas l'être, parce que de toute manière, comme ils ont essayé, ces dirigeants algériens, de priver l'Espagne du gaz algérien, en violation d'un accord qui a été fait entre l'Espagne et l'Algérie. Donc, les États-Unis veulent parer, je dirais, au plus pressé dans cette affaire du gaz, peut-être. Et ce sera évidemment un des sujets, probablement ou certainement, de discussion entre M. Blinken et ses vis-à-vis en Algérie. Alors, pour parler toujours du Maroc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on est dans un contexte donc presque de face à face entre la Russie et les pays occidentaux, et on voit quand même l'importance actuellement d'avoir des soutiens. Lors du dernier vote donc à l'Assemblée générale des Nations Unies à propos de la crise ukrainienne, le Maroc n'avait pas participé au vote. Dans ce contexte, aujourd'hui, comment allier entre toutes ces différentes forces ou ces différents partenaires à tenir en compte? Écoutez, le Maroc, comme vous le savez, le Royaume du Maroc a toujours préconisé un certain non-alignement depuis maintenant 60 ans et plus, c'est-à-dire depuis la conférence initiale du mouvement des non-alignés qui s'est déroulée à Belgrade en 1961. Il n'a jamais changé d'un seul iota sa position, qui est une position géopolitique, politique, je veux dire diplomatique, économique et humaine. Il n'a jamais, si vous voulez, opté pour un camp contre un autre camp. À l'époque, vous vous souvenez, c'était donc l'Union soviétique même, donc c'est-à-dire le groupe des pays communistes, le groupe des pays, si vous voulez, du pacte de Varsovie, et en face, il y avait évidemment ce qu'on appelait le camp atlantique. Dans cette relation un peu difficile et biscornue entre les deux grandes puissances, l'Union soviétique de l'époque et les États-Unis, il y avait quand même un choix à faire et le Maroc n'a pas choisi comme ça. Il ne s'est pas aligné une puissance contre l'autre. Il est resté neutre, et voire même, je veux dire, pratiquement libre de ses mouvements, à telle enseigne que, au cours de cette conférence, le roi Hassan II avait fait un discours fondateur, magistral, pour dire que nous choisissons le neutralisme positif. Et cet adjectif, si vous voulez, de positif, ce n'est pas gratuit, parce que ça veut dire nous sommes neutres, mais nous ne restons pas immobiles. Nous restons neutres, mais nous restons aussi actifs, notamment à nouer des relations avec l'une et l'autre des puissances, avec l'un et l'autre des blocs. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est une conséquence, si vous voulez, de cette doctrine, ce que j'appelle la doctrine hassanienne, c'est justement ce neutralisme positif. Et le Maroc se met, je veux dire, dans le sillage de cette doctrine, qui aujourd'hui, évidemment, a été, j'allais dire, relancée concrètement, pratiquement, urgemment, par l'affaire de l'Ukraine. Et le Maroc n'a pas choisi, si vous voulez, une puissance contre l'autre. Le Maroc, il a des relations positives et des relations même excellentes avec l'une et l'autre puissance, notamment. Et donc, il n'y a pas de raison, parce que, je dirais, je répéterai, que la Russie ne fait pas la guerre au Maroc. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on vote comme ça, automatiquement, sans réfléchir, sans en référer, si vous voulez, à une certaine réelle politique contre la Russie. Donc, alors, on a le choix simple. Oui, choix. Allez-y, rapidement. On a le choix simple et amical, je préciserai, tout en désapprouvant, évidemment, l'intervention militaire, si vous voulez, en Ukraine. Ça, c'est clair. Puisque nous sommes un pays qui favorise, qui engage, si vous voulez, son avenir sur la base de la paix, on dénonce évidemment toute intervention, quelle qu'elle soit, le caractère armé de toute intervention, quelle qu'elle soit, mais en même temps, si vous voulez, on garde l'espoir qu'il y aura un jour, ou qu'il y aura tout de suite et bientôt, un processus, s'il vous plaît, de règlement. Et ce processus,
j'ai l'impression qu'il est en vue et que même les États-Unis, qui sont en première ligne, si vous voulez, de cette affaire en Ukraine, ils gagneraient à accepter, si vous voulez, cette proposition que le président de l'Ukraine, Zelensky, a faite cette nuit de neutralité de son pays par rapport, si vous voulez, à ce conflit, de neutralité par rapport à la Russie. Autrement dit, c'est une démilitarisation, si vous voulez, de l'Ukraine, comme cela a été le cas après 1991, et donc l'engagement d'un processus de dialogue et pourquoi pas de négociation directe. Voilà. Des négociations donc qui se poursuivent aujourd'hui à Istanbul entre Ukrainiens et Russes. Merci beaucoup à vous, Hassan Alaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication donc, de la publication Le Maroc diplomatique. Bonne journée à vous, Hassan Alaoui. Merci, cher ami. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.